Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision qui débute sans plus tarder avec Info 10. Nous sommes le mercredi 7 septembre 2022 et nous faisons appel à votre générosité. Une cagnotte est en ligne en ce moment pour venir en aide à Philippe Lérémont qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison en fin août. Effectivement, vous pouvez vous rendre sur le Facebook de la ville de Sainte-Rose si vous souhaitez lui porter une aide. Et le procès des syndicalistes de l'UGTG, Didier Divrande et Kenji Rosan, sont de nouveau renvoyés. Ces derniers n'ont pas pu comparaître faute de juges en nombre suffisant pour le dossier. Les deux hommes sont assez sereins quant à l'issue du procès et maintiennent qu'ils n'ont fait que se défendre face aux forces de l'ordre. Pour rappel, ils étaient mobilisés contre l'obligation vaccinale au moment des faits. Le reportage. Donc l'affaire concernant M. Rosan et M. Divrande a été renvoyée au 10 novembre à 8 heures. Donc devant ce même tribunal, composé différemment, puisque l'affaire est venue aujourd'hui devant le juge unique, alors qu'elle devait être présentée, jugée par une composition collégiale. Donc plusieurs juges devaient aujourd'hui connaître de cette affaire, notamment parce que il y a donc dans ce dossier la question donc du refus de prélèvement biologique pour lequel est poursuivi l'un de nos clients prévenus. Ça fait deuxième fois que c'est eux-mêmes qui ont renvoyé. Hein. Alors, nous avons bien comprendre le fonctionnement de ces messieurs, c'est toujours faire perdurer les choses pour le pourrissement. Mais il ne faut pas comprendre que nous, que j'ai la gagné, moi à niveau, moi personnellement, on savait pourquoi on a fait syndicat, on savait pourquoi on l'a. À part quoi, c'est ce monsieur qui fait m'arrêter. Parce que les choses là s'ouvrent en double, on peut parler devant, c'est parce que ni monde qui goûte avant moi. Mais pour chemin là, ça c'est la lutte, et maintenant dans la lutte. À part parce qu'effectivement en bas, couper la jour là à tribunal là, quand carré rien. Moi, je trouve ça un peu ridicule, parce qu'en gros, on nous explique que par rapport au chef d'inculpation, il manquait des juges. Il y a un des faits qui nous est reproché qui nécessitait en fait un jugement collégial, donc avec plusieurs juges. Mais j'estime qu'ils connaissaient le dossier. Ils savaient qu'ils avaient besoin de plusieurs juges pour juger ce point-là. Donc, s'ils nous ont fait venir aujourd'hui pour nous dire qu'ils renvoient, c'est parce qu'en fait, ils ont envie de nous faire monter et descendre. Ils n'ont pas grand-chose à nous reprocher. Donc là, il n'y a qu'à faire nous monter et descendre. Bon, on verra bien, on sera là le 10, parce que nous, militants syndicalistes, on sait qu'on n'a rien à se reprocher. Ce jour-là, on a fait face à l'oppression des forces de police. On s'est juste défendu et du coup, rendez-vous le 10 novembre. Un reportage signé Maxime Morel. À noter que le collectif des organisations en lutte demande au directeur de l'ARS, Laurent Légendard, une ouverture des négociations sur les conditions de réintégration des salariés et libéraux suspendus. Le collectif s'appuie sur une évolution favorable de l'épidémie en Guadeloupe, marquée par l'absence de pression hospitalière depuis plusieurs mois maintenant. Il évoque la levée des restrictions sanitaires, comme le pass et le port du masque. Il souligne aussi l'ordonnance du référé du tribunal administratif qui annule la suspension d'un agent et le versement des salaires dus. Un point sur lequel le directeur de l'ARS leur répond que cette décision de justice n'a pas de portée générale, jurisprudentielle et politique. Il rajoute qu'aucune autorité locale n'est compétente pour modifier les conditions de la loi en question et qu'il n'y a donc aucune marge de négociation tant qu'une nouvelle loi sur l'obligation vaccinale n'est pas en vigueur. Et afin d'être plus audibles auprès du gouvernement, les présidents des collectivités d'outre-mer ont décidé de parler d'une seule et même voix. Depuis l'appel de Fort-de-France, ils entendent mettre en place un agenda pour planifier la révision institutionnelle pour nos territoires. Rassemblés à Paris, ils devaient rencontrer l'exécutif sur ces questions prégnantes. Une réunion de travail assez singulière lors d'un dîner avec une centaine de parlementaires et autres préfets. On débrief avec Harry Chalus. Le combat que nous avons mené pour être reçu d'abord par le ministre de l'Intérieur, qui est ministre des Outre-mer, et le ministre délégué.
Et ensuite, une demi-heure avant ce dîner, d'être reçu par le président de la République, de manière à ce que nous fassions part un peu de nos déliances en fonction des spécificités de chaque territoire. Et pourquoi pas demander effectivement à ce que nous puissions entrer dans la révision institutionnelle pour que nous puissions commencer à travailler avec nos populations. Chaque territoire a ses difficultés. Nous savons que cette révision est ouverte actuellement pour la Nouvelle-Calédonie. Je crois que la Corse est entrée dedans. Il ne faudrait pas que nous puissions attendre encore 20 ans. Il faudrait que nous puissions y rentrer, que le président puisse le confirmer, de manière à ce que nous ayons par la suite un agenda, de manière à travailler avec nos parlementaires, nos présidents de PCI, mais avec la population et les institutions. C'est ce que nous avons pu discuter aujourd'hui. Nous irons à ces 3 rencontres, mais unis de manière à ce que nous puissions faire évoluer vraiment nos régions. Ce que nous voulons, c'est que le président puisse l'accepter, parce que pour nous, c'est très important. Vous voyez les problèmes que nous rencontrons actuellement sur les sargasses, sur l'eau, sur le transport, sur la vie chère. Donc là, actuellement, il faudrait vraiment que nous sentions derrière nous un gouvernement prêt à accompagner nos populations. Et comme nous l'avions dit, suite aux élections présidentielles et législatives, nous avons vu un peu comment cette population était un peu mécontente. Donc il faudrait que nous puissions nous redonner confiance à nos populations, déjà en mettant en place les politiques publiques, mais que par la suite, que nous puissions travailler avec le gouvernement, je dis bien gouvernement, parce que vous savez, le président de la République, c'est le chef de l'État, mais il y a des ministres qui ont des compétences dans chaque domaine, agriculture, sport, enseignement, formation, pour que nous puissions mettre en place un calendrier de travail en fonction de chaque territoire, pour que nous puissions répondre à l'attente de nos populations respectives. Quand vous avez quand même, il faut le dire, 7 présidents qui signent un appel de Fort-de-France au président de la République, nous recevons un courrier du directeur de cabinet qui dit effectivement le président a pris en compte cet appel et va nous recevoir au début du mois de septembre. Nous attendions à une réunion de travail de manière à ce que nous puissions apporter les dossiers. Rappelez-vous, pendant toute cette crise de Covid, nous avons remis un dossier de plus de 80 pages au président de la République concernant les difficultés que nous rencontrons sur la formation, sur la vie chère, sur les travaux, sur les infrastructures dans notre région en Guadeloupe. Et subitement, nous recevons effectivement une invitation à dîner. On a été étonnés qu'on puisse nous inviter à une réunion de travail le matin, l'après-midi et le soir, qu'on soit invité à dîner. D'accord, mais une réunion à dîner avec tous les parlementaires, des préfets, des techniciens, on n'aura pas le temps de travailler. Nous, on veut travailler pour pouvoir, comment on dit cela, redonner confiance à nos populations sur les thématiques qui nous concernent, mais surtout régler les gros problèmes de politique publique dans chaque territoire. Il faudra revenir d'ailleurs sur ce dossier de l'eau qui est en train d'irriter pas mal de Guadeloupéens. Et alors que le monde entier se bat pour trouver des solutions de production d'énergie verte, en Guadeloupe, nous avons la géothermie à Bouillante. Enfin, nous avons pas tout à fait, c'est plutôt un groupe israélo-américain, le groupe Ormat, qui possède la centrale. Et contrairement à l'éolien ou au photovoltaïque qui dépendent de la météo, la géothermie reste constante et donc plus fiable pour des fournisseurs comme EDF qui sont ravis de racheter une activité rentable à tel point que le site de Bouillante entend augmenter sa production et passer de 15 à 25 MWh. Le reportage de l'extension que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire que nous avons 2 projets en cours en ce moment. Le projet de forage, 3 forages, qui va nous permettre d'augmenter capacité donc de production de l'usine. On va doubler la capacité à l'horizon 2025, premier trimestre 2025. On va passer de 15 à 25 MWh. Aujourd'hui, on est à peu près à 6% de la Guadeloupe, 23 000 personnes. Demain matin, nous serons aux alentours de 12. Ce qui fait qu'on va doubler, on va peser un tout petit peu plus sur le réseau EDF de la Guadeloupe. En tant que président de la commission énergie de la région, je sais qu'en 2011, le groupe Géothermie Bouillante a lancé un appel à l'ouverture de son capital. Il y a des Guadeloupéens qui ont des moyens financiers d'investir. J'ai suscité aussi de la part de la région un intérêt pour prendre des parts dans le capital. Donc on peut que déplorer que les Guadeloupéens se soient désintéressés à cette richesse-là et qui se contentent de tchatcher sur les réseaux sociaux, alors que dans le contexte de raréfaction des ressources fossiles et dans un contexte de réchauffement climatique, la Guadeloupe devrait être fière d'être la seule île, le seul pays de la Caraïbe à être doté d'une centrale géothermique. La géothermie, c'est l'avenir de la Guadeloupe en termes énergétiques, parce que ça a des avantages. Comme je l'ai dit, vous voyez, un site
ben voilà, c'est effectivement, il faut des conditions particulières parce que ça peut générer des troubles à l'ordre, au voisinage. Mais je veux dire, c'est pas comme les photovoltaïques, il faut de la surface. C'est pas comme l'éolien où je veux dire, il y a une pollution visuelle et puis il faut du vent. Donc je considère que oui, si on veut atteindre notre autonomie énergétique, il faut vraiment investir sur cette énergie-là. Alors il n'y a pas qu'Ormat, d'autres peuvent aussi s'en imprégner, d'autres peuvent aussi investir ce champ-là. Et en tout cas, je crois en l'intelligence guadeloupéenne pour que un jour, il y ait un projet guadeloupéen complémentaire à celui d'Ormat. Franchement, redorer le blason, c'est pas la peine. L'usine, elle est verte, ça, tout le monde le sait. Sauf que c'est vrai que c'est pas connu, parce qu'il n'y en a qu'une seule en France, et c'est nous. En France, en métropolitaine et autres. Okay. Par contre, en Allemagne, en Italie, tout le nord de l'Europe, c'est hyper connu. Ici, on a les moyens de doubler, voire tripler la production. Le but de la région, la dernière réunion que j'ai faite à la région, il y a 2 mois de ça, c'est d'arriver à 40% donc d'énergie renouvelable par géothermie en 2035. Et Ormat serait un opérateur aux alentours de 20%, la moitié. Donc voilà notre but. Et on a des hommes d'ailleurs comme Gérald de Bougré qui souhaite effectivement conduire à terme un projet autour de la géothermie qui serait couplé à de l'hydrogène vert et qui ferait de nous des leaders mondiaux dans la production d'énergie ultra verte, à savoir l'hydrogène vert qui deviendra une denrée très prisée dans les prochaines années. Et nous sommes en direct du Canada avec un investisseur en bourse. Il s'agit d'un Guadeloupéen qui s'est installé là-bas. Il se prénomme Cédric Cardonnet. Bonsoir, monsieur Cardonnet. Bonsoir. Alors, dites-nous tout. Comment vous vous êtes retrouvé déjà au Canada? C'est une longue histoire, mais je vais la résumer. J'ai travaillé un certain nombre d'années en France. Je suis revenu en Guadeloupe. Évidemment, j'ai eu du chômage, comme tout le monde. Et puis après, je suis reparti faire ma vie là-bas. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, de travailler dans des banques de financement et d'investissement comme Reuters et puis, par exemple, New York Stock Exchange. Je travaillais, là, ça fait 20 ans. Et puis, au bout d'un certain temps, je suis venu au Canada. Là, ça fait 10 ans. J'ai monté mon business. Et là, actuellement, en fait, on a des cours en fait, d'investissement pour des personnes. On est déjà établi depuis 2 ans. Et j'ai décidé en fait de développer le business aux Antilles pour pouvoir transmettre aussi l'information par rapport à comment investir en fait si on part de zéro. Alors pourquoi justement ce secteur boursier? C'est pas saturé? Il n'y a pas déjà beaucoup de traders justement qui s'appliquent à faire tourner la machine? Alors c'est ça qui est marrant en fait. Tout le monde pense que il y a une saturation et qu'au bout d'un moment, non, il y a trop de monde. En fait, l'argent, il y en a entre guillemets pour tout le monde, entre guillemets, là, mais c'est pas vraiment du trading ce qu'on fait, c'est vraiment de l'investissement à long terme. Donc, c'est ce qui est important de savoir. C'est pas du day trading. Donc, nous, on fait des placements et on regarde des retours pour 3, 4, 5, 10 ans. Donc, c'est ça. J'ai des étudiants qui ont des retours de 20% et plus, mais évidemment, c'est pas quelque chose qui est, il faut avoir une certaine discipline. C'est pas spécialement compliqué, mais il faut avoir une certaine discipline et puis il faut savoir quelles entreprises choisir. En fait. Donc vous êtes plutôt un holder, finalement. Un holder. Exactement. Ok. Donc vous n'êtes pas à vendre effectivement, on va dire aux profanes, des solutions pour devenir riche en 2-2. Finalement en quelques jours ou en quelques mois, mais en fait vous préférez donner des conseils pour faire des placements qui seront porteurs effectivement sur le long terme. Exactement. Et j'apprends une méthode en fait pour savoir choisir les meilleures entreprises. Donc on est spécialisé sur les marchés canadiens, américains, un peu chinois. Et cette méthode-là, c'est pas ma méthode en soi. Là, c'est la méthode de Warren Buffett et de Richard Dreyfus, donc c'est 2 investisseurs connus. Et ces investisseurs-là, en fait, j'ai comme démocratisé la méthode pour la rendre vraiment plus simple. Et en gros, cette méthode-là permet de, par soi-même, avoir de bien meilleurs retours que si on allait faire un investissement traditionnel avec sa banque, en fait. Alors, le monde est en pleine mutation en termes géopolitiques. C'est du jamais vu ce qui est en train de se passer concrètement. Donc, est-ce que, finalement, il y a des placements qui resteront fiables pour les 10, les 20, les 100 prochaines années? Exactement. En fait, si vous choisissez les meilleures entreprises, celles qui sont mieux capitalisées, celles qui n'ont pas beaucoup de dettes,
celles qui ont des bons revenus, vous allez avoir des retours dans 3, 4, 5, 10 ans. Il y a des entreprises actuellement qui sont vraiment sous-évaluées, notamment sur le marché américain, parce que ça fait pratiquement 8 mois qu'on subit une baisse, un marché baissier, et du coup, ça fait que ça donne des opportunités. Les gens voient souvent les baisses comme « Oh mon Dieu, tout va s'écrouler, etc. Je ne veux plus investir », mais en fait, c'est l'inverse qu'il faut voir. Il faut plutôt voir le fait que si le marché est bas, c'est le moment justement d'investir et pas l'inverse. Donc ce sera le moment de saisir des opportunités. Bon, ça peut être un peu mal vu quand on le décrit comme ça, mais c'est vrai que les meilleures affaires se font après des cracks économiques. Et donc là, on s'attend. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait justement un crack dans les prochains mois? Et donc des bonnes affaires qui vont découler par la suite? Alors déjà, j'ai remarqué que là, il y a déjà des opportunités actuellement et on est dans une phase en fait qui est assez, entre guillemets, dangereuse dans le marché. Parce que je vais expliquer rapidement. En gros, la Réserve fédérale américaine, elle a imprimé énormément d'argent pendant le Covid. Trop d'argent. Le résultat, c'est l'inflation qu'on subit. C'est par rapport à ça, en fait. Et le marché actuel chute parce qu'il y a trop d'inflation. Et pour que la Fed arrive à réduire l'inflation, elle est obligée, entre guillemets, de sacrifier le marché et sacrifier les emplois pour pouvoir faire repartir la machine. Donc oui, on est déjà dans une phase où ça chute et dans les mois qui suivent, c'est sûr qu'il y aura d'autres opportunités. Quel est votre... Vous êtes au Canada, vous êtes spécialisé un peu sur les marchés justement américains. Je profite de votre présence sur le plateau ce soir justement pour vous poser une question relative à la parité euro-dollar, puisque bon, il y en a beaucoup qui sont sur le Forex en train de s'amuser en ce moment sur les variations. Depuis 20 ans, l'euro finalement était toujours resté supérieur au dollar, donc la parité était en notre faveur. Depuis quelques semaines, là, ça commence à changer. Là, les dernières 48 heures, j'ai vu qu'ils se sont battus pour qu'effectivement on retourne donc à 1 euro pour 1 dollar, puisqu'on était tombé à 0,98 quand même. C'est relativement grave, en fait, selon moi, c'est relativement grave. Donc, vous, comment vous observez cela? Alors, le marché a horreur de l'incertitude. Donc là, en fait, en ce moment, on est dans une phase d'incertitude. Donc, il y a la guerre en Ukraine par rapport à l'Europe, il y a une crise énergétique. Donc tout ça, ça fait qu'il y a de l'incertitude. Donc les gens, ils vendent. Et pourquoi ils vendent et qu'ils achètent aux États-Unis et que le dollar américain grossit? La raison principale, c'est quoi? C'est qu'en fait, lorsque les obligations, c'est quoi? C'est en gros, vous allez voir, c'est des dettes, par exemple. Les dettes du pays américain, c'est des obligations. Quand le taux des obligations monte, ça rend le marché américain plus intéressant que le marché européen, qui est beaucoup plus incertain. Est-ce que vous voyez un peu l'explication? Okay, donc voilà. Donc en gros, c'est ça. En gros, là, les gens vont vers le marché, vers le dollar américain pour ça, et les gens vont vers des obligations américaines. Par contre, on arrive dans une phase, en fait, où les obligations sont... Tout le monde dit, en fait, tous les traders, tout le monde parle de ça. En gros, le marché entend que les obligations vont arriver à 3,5% environ pour janvier, et qu'on on va pas monter plus haut. Donc, il y a deux scénarios. Premier scénario, si la Fed décide qu'il y a trop d'inflation et qu'il monte au-dessus, aïe, 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 ça va cracher. Mais si par contre, la Fed estime que ça reste 3,5%, eh bien, vous allez être étonné, mais le marché va repartir. Pourquoi? Parce que le marché anticipe toujours, même s'il y a une récession économiquement parlant, le marché va anticiper ce qui va se passer après. Donc, voilà. Donc, deux scénarios, dont un catastrophe qui a quand même beaucoup de chances de se réaliser. C'est des probabilités. En ce moment, oui, il y a des chances. Moi, par contre, les derniers graphiques que j'ai vus, il y a quand même aussi des signes qu'on peut repartir à la hausse après octobre. Donc là, on est dans une phase, oui, septembre-octobre, c'est toujours une mauvaise phase pour les marchés. Et on peut repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que les élections de novembre aux États-Unis vont avoir lieu. Les mi-mandats, oui. Le mi-mandat, voilà. Donc, il y aura moins d'incertitude. Et quand l'incertitude part, les marchés repartent. À moins qu'on ait... bon, Donald Trump ne reviendra pas sur Twitter, mais bon. On sait qu'il faisait beaucoup de remous, justement, au niveau de l'activité boursière. Donc, bon. Alors, comment ça se passe si on veut, justement, profiter de votre expertise?
puisque vous n'êtes pas basé en Guadeloupe, vous êtes au Canada. Exact. Donc, en fait, ce sont des cours en ligne. Le site, c'est investirsoimême.com. Donc, investir soi-même sans accent.com. Et en fait, il y a des cours en ligne, il y a du coaching, il y a aussi un groupe d'investisseurs, en fait, où on se partage nos trades, on dit qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on vend, etc. Ça, c'est un groupe privé. Et on est aussi sur tous les réseaux sociaux, évidemment, sur Facebook, Twitter, etc. YouTube. Donc, vous pouvez nous trouver, c'est toujours le même nom, c'est Investir Soi-même. Voilà. Investir soi-même, donc investir sur soi-même. Mais... Oui, investir soi-même, et oui, en effet, investir sur soi. Parce que quand on investit, en gros, on parie sur soi pour le futur. On n'attend pas que, je ne sais pas moi, quelle politique ou quelle solution arrive. Malheureusement, le monde est ce qu'il est. Donc, du coup, on essaie d'investir sur soi, d'arriver justement à ses fins financièrement, mais aussi, ça nous permet d'aider les autres. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu des retours, qui ont fait des choses intéressantes pour leur famille. C'est pas juste pécunier et puis juste, oui, on veut une Tesla, on veut, etc. Non, c'est surtout la notion de give back. Donc, voilà. Très bien. Et je tiens à rappeler effectivement aux téléspectateurs, il y a plusieurs formules sur les conseils en trading. Il y a eu un gros scandale justement en France par rapport aux influenceurs qui vendent des solutions de trade ou qui envoient des signaux entre guillemets. Mais bon, c'est une personne sur 10 en moyenne qui arrive à tirer son épingle du jeu. Le trading, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Et donc, il vaut mieux faire appel à des experts. Et donc, vous préférez miser sur le long terme. Mais pourquoi concrètement? Alors, et pas faire un peu de scalping, aller prendre de l'argent. Mais sur ce que vous disiez, je suis bien d'accord. Je voulais appuyer sur le fait que c'est pas des méthodes, comme on dit, faites 10 000 € en 2 mois. C'est pas du tout ça. Alors, surtout pas. Et je voulais dire que chaque personne, en fait, j'apprends aux gens en fait à faire par eux-mêmes, choisir eux-mêmes leur portfolio. Et je ne suis pas habilité à donner aucun conseil financier. Donc, tout ce que je dis, ce ne sont pas des conseils d'investissement. C'est super important que vous sachiez ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Cédric Cardonnet de nous avoir accordé du temps pour nous parler effectivement de votre activité autour du trading. C'est une solution qui peut permettre d'arrondir les fins de mois ou bien d'avoir un job à temps plein quand on y est. Mais bon, il faut avoir quand même des petites notions en mathématiques et savoir étudier des courbes, des graphiques, des choses comme ça. Alors, en fait, ça dépend. Investisseur à long terme, c'est des mathématiques de cours élémentaires. Donc, en fait, si tu sais faire plus, moins diviser, c'est bon, tu vas pouvoir t'en sortir. C'est pas du trading avec des signals et puis non. On fait, il y a quelques indicateurs qu'on regarde, mais il y en a très peu et c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est pas quelque chose qui est pour les gens qui ont spécialement beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Là, on peut commencer avec 50 € par mois. C'est important de juste être assidu, de suivre bien sûr correctement le cours et puis voilà, mais c'est pas un cours vraiment où on va trader sur le jour. Comme c'est long terme, c'est beaucoup plus sûr en fait qu'un cours de trading traditionnel. Est-ce qu'on peut avoir 2 petites sociétés qui vont bien rester à flot ces prochaines années? On ne parle pas de Vanguard ou des groupes comme ça, ça c'est sûr qu'ils seront toujours là. Alors, des sociétés ou des index? Ou des indices? Un de chaque, tiens, pour le coup. Une société, un indice. OK. Alors, je vais donner un indice. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Oui. Alors, il y a le S&P 500. Alors, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. C'est en fait un regroupement d'entreprises et c'est un indice qui a eu des retours pratiquement de 11% depuis pratiquement 70 ans, etc. Donc, c'est une des références en termes de marché. Et deuxième auquel je pense actuellement, c'est Facebook qui est vraiment sous-évalué actuellement, qui est en technologie, qui risque de voir aussi un peu de souffrance dans les mois à venir, mais l'évaluation de Facebook est bien plus élevée que l'évaluation actuelle en fait. Donc, malgré les résultats un peu mitigés sur le métaverse. Alors, le métaverse, c'est un investissement pour moi qui n'est pas une bonne idée de la part de Facebook. Par contre, par rapport à ses revenus et par rapport à la part qu'elle a pris pour investir dans le métaverse, c'est vraiment ridicule par rapport aux revenus qu'elle fait actuels. Donc, c'est pour ça que moi, ça ne me fait pas plus peur que ça, en fait. Très bien.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ces petits conseils. Enfin, pas des conseils, hein. On passe de petites idées comme ça. En tout cas, j'espère qu'on pourra se retrouver pour un format un petit peu plus long. On pourra débattre effectivement de ces activités boursières qui prennent quand même une belle place dans notre économie. Il faut quand même maîtriser un petit peu les tenants et les aboutissants des marchés. Merci beaucoup, Avec Monsieur plaisir. Cardonnet. Merci, bonne soirée. Et on enchaîne avec la réception des étudiants de la ville de Saint-Claude. Élie Califère a souhaité en fait qu'on puisse signifier, nous élus, notre soutien aux 400 étudiants qui ont fait leur entrée universitaire aujourd'hui, leur dire en fait qu'il est à leur côté et que nous, élus, que nous serons aussi à leur côté durant tout le parcours universitaire. La ville de Saint-Claude, on a mis en place, premièrement pour les étudiants de Saint-Claude même, nous avons les 2 étudiants. Mais nous aidons aussi les étudiants qui ne sont pas de Saint-Claude. Mais tout en sachant que les étudiants gardent leur domicile de secours. C'est-à-dire même s'ils sont à Saint-Claude, ils gardent toujours leur commune effective. Donc nous essayons, si nous ne pouvons pas au niveau du CCS aider quelqu'un, il y a Mme Bibois qui est conseillère en économie sociale et familiale qui aide les jeunes, soit au niveau du conseil départemental, soit au niveau du COUS, mais nous avons un accompagnement au niveau des jeunes, tous les jeunes, des étudiants de Saint-Claude. Être étudiant peut engendrer de nombreux changements. Des difficultés peuvent survenir aussi tout au cours des années d'études. Donc il est important que les étudiants se sentent soutenus, qu'ils se sentent écoutés, entendus, accompagnés. C'est vraiment le choix que notre député maire Élie Califère a fait avec son équipe. J'en suis ravie, vraiment. Alors jusqu'à maintenant, donc depuis 24 ans, le maire venait à nous. Donc nous avons accueilli nos étudiants depuis toutes ces longues années. Ils venaient à notre rencontre. Aujourd'hui, nous sommes à la mairie et je trouve ça très bien parce que ça permet aux étudiants de connaître, de savoir un peu ce que propose leur ville d'accueil et puis peut-être faciliter leur intégration à la vie de la cité. Fait un renseignement en plus parce que comme on ne connaît pas, on ne savait pas s'il n'y avait pas eu cette manifestation, on n'aurait jamais su qu'on avait droit à autant de choses. Nous avons vu le CCAS, nous avons vu le service de la sécurité. Voilà, donc c'est autant de services qui sont utiles aux étudiants. Il y a également l'élu pour le tourisme, parce que c'est vrai qu'il faut aussi du plaisir. Et donc c'est vrai que c'était utile pour eux de savoir un peu qui a en charge telle ou telle activité à la mairie de la ville de Saint-Claude. Un reportage signé Olivier Félix. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Rappel quand même d'une petite info, vous pouvez venir en aide à monsieur Philippe Léraymond qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison il y a quelques jours. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de la ville de Saint-Tropez si vous pouvez porter une petite contribution à cet homme. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain pour le JT. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, une interview politique avec Yves-Lise Boisset. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Moïse Caramel, à Emma Doma, à Patricia Jacquet-Crétide, à Marie-Lou, à Jimmy Kamagouva Alia, à Rulé Bronstone Style Steve. J'arriverai à le dire d'une traite un jour. Bonsoir au général Franck Abar. Bonsoir à Sophie Albéry Delver. Bisous à Maggie Delaney. Bonsoir à Flora Ferrand. Bonsoir à Cléopatra Ruben, à Métis Pauline. Bonsoir à Joël Basile, à Odile. Joël Basile, pardon, à Odile Zingilé, bonsoir, à qui d'autre, à Wilma Blondeau, à Dimitri Cave, à Franciane Loudrin, bonsoir également à Yvonne Dacour, bonsoir à Raphaëla Duflo également, à Ghislaine Calife,
Donc vous avez un peu suivi l'affaire justement de la porte close. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait hier les signataires de l'appel de Fort-de-France et donc les présidents de collectivités des Outre-mer se sont rendus à Paris, et il y a eu une séquence justement qui a été diffusée sur la page Facebook de Maurice Cessé où on les voit en train de patienter justement devant une porte, et ça a circulé, et donc avec un titre assez évocateur du fait qu'on les ait fait attendre concrètement, on ne les a pas reçus tout de suite et qu'on les a fait attendre finalement dans la rue, comme ça. Et ça s'est pas très bien passé sur les réseaux, puisqu'on ne sait pas vraiment pourquoi ils étaient devant une porte. Et effectivement, ça a fait un petit tollé sur les réseaux, c'est en train de tourner. J'ai déjà vu post supprimé, enfin bref, ça a pris une tournure assez spéciale. On se retrouve demain. Bisous, bisous tout le monde.